Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveYou, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous trouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productiveyou.com dans la catégorie podcast. N'hésitez pas à partager ce podcast, à mettre une note ou une revue sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Pensez à rejoindre la communauté de ProductiveYou sur Facebook ou Twitter. ProductiveYou est également sur la plateforme Tipeee et si vous souhaitez m'encourager à la production de ce podcast, n'hésitez pas à le faire. C'est possible à partir d'€1 par mois et je vous en remercie par avance. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur la méthode GTD pour atteindre la 5e étape qui est le passage à l'action. Cette 5e étape consiste à s'engager ou simplement à faire le travail. C'est une étape qui peut sembler simple et elle le sera si vous avez correctement configuré votre système d'organisation. Si vous êtes régulièrement sur vos tâches, sur vos listes de choses à faire, vous savez ce dont vous avez besoin chaque jour et il est donc très simple pour vous d'afficher votre liste et d'exécuter le plan. Les personnes les plus efficaces sont celles qui généralement, le matin ou bien la veille au soir, s'assoient avec leur liste de tâches et identifient les principales tâches à accomplir le jour même. Et ensuite, ils passent le reste de leur journée à exécuter le plan. Cela ne fonctionne cependant que si vous suivez les 4 premières étapes et que vous pouvez vraiment avoir confiance que tout ce que vous devez faire est sur votre liste dans votre organisation habituelle. Décider sur quoi travailler peut être simple et cela ne doit pas être stressant. La méthode GTD va vous aider à prendre une décision rapide et facile. Une fois que tout le système est en place et revu, vous passez donc à l'étape ultime, à l'objectif de toute la méthode, à accomplir les tâches. Choisissez une tâche qui vous rapproche de vos objectifs, terminez-la et recommencez. Voici 4 critères pour prendre la décision. Premier critère, le contexte. En fonction de votre emplacement actuel et des outils à votre disposition, quelles actions pouvez-vous effectuer? Inutile de regarder la liste du travail que vous devez faire au bureau si vous êtes à la maison. Si vous avez configuré vos prochaines listes d'actions, examinez la liste que vous avez créée pour le contexte dans lequel vous vous trouvez. Cela vous indiquera les actions qu'il est possible de réaliser maintenant. Quelques exemples de contexte dont nous avons déjà parlé, la maison, le bureau, les déplacements, la voiture, l'ordinateur, mais ce peut aussi être des contextes comme au centre commercial, au marché, etc. En ayant des listes bien précises avec les différents lieux, vous irez droit au but et n'aurez pas à réfléchir à ce que vous avez à faire dans tel ou tel contexte. En y réfléchissant à l'avance, vous pouvez ainsi gagner du temps et utiliser efficacement le temps disponible. Par ailleurs, cela vous permettra aussi de vous aider dans certains cas à vous organiser pour permettre qu'une tâche que vous faites normalement dans un contexte précis, mais qui devient urgente, puisse être accomplie dans un autre contexte. Par exemple, vous avez une présentation à faire et généralement vous préférez la faire à votre bureau, car vous devez considérer de nombreux documents, de nombreux fichiers, et le faire avec vos 2 grands écrans fixes à votre bureau est plus simple et efficace que de le faire sur votre petit écran de portable dans le train ou l'avion. Mais voilà, suite à une urgence, vous n'avez d'autre choix que de le faire dans l'avion. Vous pouvez alors vous organiser pour vous assurer que tout le matériel nécessaire est disponible hors ligne sur votre portable, voire imprimer certains documents pour faciliter la réalisation de la tâche dans les transports en commun. Cela n'est possible facilement que si vous avez une liste bien à jour de vos prochaines actions et que vous la consultez régulièrement pour l'ajuster à votre contexte. Deuxième contrainte, le temps. Contrairement aux idées communes, on ne gère pas le temps. Nous avons tous 168 heures par semaine pour mener à bien notre vie. Il n'y a pas de gens qui gèrent mieux le temps que d'autres, car nous n'avons aucun pouvoir sur le temps. Par contre, nous avons le pouvoir de décision sur comment nous allons utiliser ce temps. Une fois que vous avez fait l'inventaire de ce que vous avez à faire, pensez au temps dont vous disposez. Ne commencez pas un rapport de 30 minutes s'il vous reste 10 minutes avant votre prochaine réunion. En fonction du temps disponible, un rapide coup d'œil à votre liste de tâches doit vous permettre de choisir l'action qui va être réalisable dans ce laps de temps. Vous pouvez aussi, au moment de la rédaction de votre liste de tâches, indiquer le temps qui sera nécessaire ou bien, si vous êtes d'un naturel perfectionniste, indiquer le temps maximum que vous souhaitez consacrer à cette tâche. Depuis quelques années, j'utilise un bullet journal pour les tâches à faire durant le week-end. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus tendance à surévaluer ce que je pouvais faire dans un week-end que quand je m'organise pour le bureau. En effet, alors qu'au bureau je remplis mes journées dans mon agenda, je vois donc immédiatement le temps restant. À la maison, je n'utilise que très rarement une planification sur l'agenda le week-end, hormis pour les rendez-vous. Je ne souhaite pas avoir l'impression le week-end d'avoir un cadre aussi strict que la semaine. Je fais donc une liste de tâches qui ne sont pas réalisables dans un ordre fixe, mais plutôt en fonction du moment.
Aussi, j'ai l'habitude de faire un petit signe à côté de chaque tâche pour évaluer le temps nécessaire. Je dessine un carré dont chaque côté représente 15 minutes. Une tâche dure 15 minutes, je décide juste un côté. Une tâche dure 2 heures, je dessine 2 carrés. Ainsi, une fois ma liste du week-end établie, je peux rapidement évaluer si cela est réalisable dans le week-end ou pas. Au fur et à mesure de mon utilisation de cette technique et de la répétition des tâches, je suis parvenue à faire des listes qui ne sont pas irréalistes et à présent, j'ai moins souvent recours à la technique des carrés du temps. Donc pensez à cette gestion de vos tâches par rapport au temps qu'il vous est imparti. Troisième contrainte, l'énergie. Est-ce le matin et vous êtes plein d'énergie ou venez-vous de sortir d'une longue réunion et vous êtes épuisé? Tenez-en compte lorsque vous choisissez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler. Ne vous laissez pas dans un projet intense lorsque votre cerveau est tout fatigué et que vous ne pouvez pas penser correctement. Effectuez des tâches banales qui feront avancer le schmilblick mais ne demandent pas beaucoup d'énergie cérébrale. Repoussez les tâches à haute énergie pour une autre fois. Ou mieux encore, apprenez à gérer votre niveau d'énergie. Pour plus d'informations sur la gestion de votre énergie, je vous encourage à relire ou bien à réécouter le podcast sur lequel nous avons parlé de la gestion de l'énergie, le lien dans l'article. L'énergie peut être physique, mentale ou émotionnelle. Ce n'est pas parce que nous nous sentons fatigués que nous ne devons rien faire. Il y a des périodes dans la journée où nous sommes plus ou moins en forme. Et nous pouvons adapter nos efforts en fonction de l'énergie disponible. En ayant conscience de notre énergie disponible selon les périodes de la journée, voire de la semaine, nous pourrons ajuster notre planning pour qu'il corresponde à notre niveau d'énergie. En ayant la connaissance de quand nous sommes au meilleur niveau, nous pourrons choisir d'utiliser ces périodes de temps pour nous attaquer aux tâches les plus longues et les plus ardues. À l'inverse, quand nous sommes plus fatigués, nous pourrons choisir des tâches qui nécessitent un moindre niveau de concentration ou d'énergie, comme lire des mails, classer des documents, passer des coups de fil. Quatrième contrainte, la priorité. Qu'est-ce qui est le plus important à faire en ce moment? Vous devrez probablement faire confiance à votre intuition à cette étape-là. Après avoir revu ce sur quoi vous êtes capable de travailler et évaluer le temps et l'énergie, attaquez-vous à la tâche à accomplir. Tout en évaluant ce qui est prioritaire, on gardera à l'esprit quelques principes de base de la priorisation, comme est-ce réellement urgent vis-à-vis de nos propres priorités. Parfois, en raison d'un haut niveau de priorité, vous devrez faire fi de votre niveau d'énergie ou du contexte. Nous irons un peu plus loin dans la notion de priorisation lorsque nous parlerons des 6 niveaux ou horizons de la méthode GTD. Tenez compte de ces 4 critères lorsque vous décidez sur quoi travailler ensuite et cela simplifiera l'une des décisions les plus difficiles auxquelles nous sommes confrontés chaque jour, sur quoi dois-je travailler ensuite. Ensuite, il y a 3 types de tâches ou d'actions à choisir de réaliser dans une journée. Il y a les tâches prédéfinies, les tâches non planifiées et la gestion du travail. Les tâches prédéfinies sont celles qui sont dans notre liste d'actions, celles qui émanent de notre système d'organisation. Les tâches non planifiées sont les routines que nous avons tous les jours et qui ne sont pas dans votre calendrier, comme aller prendre un café avec une collègue, discuter avec votre conjoint, aller promener le chien. Et il y a aussi les urgences, les interruptions qui se présentent dans la journée. Notre système d'organisation doit nous permettre de décider quoi faire de ces situations de dernière minute, de nous réorganiser rapidement s'il n'est absolument pas possible de repousser leur traitement ou de le déléguer, tout en pouvant ensuite revenir à notre liste de tâches habituelles. De plus, un système efficace doit aussi nous permettre de limiter les urgences, car en étant rigoureux dans la gestion de nos mails, dans le suivi des tâches déléguées, nous avons de bonnes chances de déminer en avance des situations difficiles qui pourraient devenir des urgences. Combien de fois avez-vous vu des collègues abandonner tout ce qu'ils étaient en train de faire pour passer de nombreuses heures sur un seul sujet, non pas parce que ceci était une réelle urgence, mais simplement parce que le travail d'anticipation ou de planification n'avait pas été fait en amont. Combien de fois avez-vous pesté après votre boss qui vous demande un slide à faire de suite pour une réunion de management demain matin, alors qu'il a la date dans son agenda depuis 3 mois? Troisième type de tâche, la gestion du travail. Il s'agit ici des tâches nécessaires pour clarifier le travail à faire et qui fait partie intégrante de votre système d'organisation, comme le traitement de votre boîte d'entrée, votre boîte mail par exemple, et la clarification qui en découle. Ce travail peut sembler moins prioritaire que le reste et cependant, il est essentiel pour maintenir votre système bien à jour et opérationnel tout le temps. D'après David Allen, cette tâche devrait requérir entre 30 et 90 minutes chaque jour. Nous avons là les différentes contraintes et considérations à prendre en compte au moment de décider quelle action entreprendre.
Cela peut sembler extrêmement complexe, mais en y réfléchissant bien, tous les jours nous devons prendre en compte des dizaines de paramètres pour décider de différentes choses. Avec cette identification précise des principales contraintes, une organisation simple et efficace pour savoir quoi faire à chaque instant, il y a de bonnes chances que les choix que nous allons faire tous les jours soient les bons pour nous permettre de faire avancer tous nos projets personnels et professionnels. Ensuite, il faut rester zen. Vous allez faire de votre mieux pour identifier, clarifier, organiser vos tâches et ensuite il faudra passer à l'action. Il y aura forcément des ratés tout le temps car nous ne sommes pas infaillibles. Mais l'essentiel, c'est d'avancer, de remettre en cause notre organisation pour nous simplifier la vie au maximum et de faire de notre mieux. La méthode GTD, c'est comme une carte routière, il faut suivre les étapes, mais on n'a jamais vu une carte routière avec une route unique et toute droite. Il en va de même dans la vie quotidienne. Mais avec une carte, on a plus de chances d'atteindre notre destination. À présent, c'est à vous de jouer. Dans le prochain épisode, nous parlerons des 6 horizons de David Allen, qui vous sera particulièrement utile si vous avez l'habitude de vous fixer des objectifs et si vous avez défini votre plan de vie. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Bye bye!